bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon. Le salon des émotions. Alors qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce nom qui est, je vous l'accorde, tout sauf parlant? Eh bien c'est très simple, dans ces vidéos je vais vous parler d'une scène tirée d'un film qui m'a particulièrement marqué, qui a fait battre la chamade à mon petit cœur tout mou, qui m'a foutu la pêche ou au contraire qui m'a déprimé pour 3 semaines. Et on va essayer de voir ensemble en quoi la scène choisie est marquante. Et pour notre premier épisode, ou notre épisode pilote, appelez ça comme vous voulez, on va parler d'une scène tirée d'un film qui me tient tout particulièrement à cœur. Il s'agit de Macbeth de Justin Kurzel, adapté de la pièce éponyme d'un petit dramaturge très peu connu, appelé William fucking Shakespeare. Commençons par parler de la pièce, et je précise d'ailleurs qu'il va y avoir du spoil, mais genre bien comme il faut. En fait, je l'ai découverte assez récemment. Enfin, évidemment, j'en avais déjà entendu parler et j'en connaissais vaguement l'histoire, comme absolument tout le monde sur cette planète. Mais je l'ai lu pour la première fois il y a quelques mois, dans le cadre de mes études. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'elle faisait partie de mon programme de 3e année de licence, sinon je pense que j'aurais jamais pris l'initiative de la lire, en parfait imbécile que je suis. Et autant j'avais eu un peu de mal avec d'autres pièces de Shakespeare comme Hamlet ou Le Roi Lear, autant j'ai surkiffé Macbeth. Que ce soit les thèmes abordés, le développement du personnage principal ou encore l'aspect fantastique de la pièce avec ses sorcières et ses fantômes, j'ai absolument tout aimé. Donc, nous sommes en pleine Écosse médiévale et une guerre fait rage entre l'Écosse et la Norvège. Macbeth, le Thane de Glamis et son fidèle ami Banquo font l'objet d'une prophétie énoncée par 3 mystérieuses sorcières, et cette prophétie est la suivante. En plus d'être Thane de Glamis, Macbeth va devenir Thane de Cawdor, puis roi d'Écosse. Banquo, quant à lui, ne montera pas lui-même sur le trône, mais ce sera le cas de ses descendants. Au début, Macbeth et Banquo ne croient pas en cette prophétie, mais rapidement, le roi Duncan va donner le titre de Thane de Cawdor à Macbeth, le précédent détenteur du titre s'étant allié à la Norvège. Et là, les deux potes réalisent que les 3 sorcières étaient peut-être pas si tarées que ça, et qu'il se pourrait peut-être bien qu'elles aient pas raconté que de la merde. Macbeth va donc se retrouver face à un terrible choix. Doit-il attendre tranquillement la mort du roi Duncan afin de monter sur le trône, ou doit-il forcer le destin? Je vous laisse deviner ce qu'il va faire. Spoiler, ça finit mal. Bon, en même temps c'est une pièce de Shakespeare, hein, fallait pas s'attendre à autre chose. Passons maintenant au film. Bien qu'il prenne certaines libertés par rapport à l'œuvre originale, on notera par exemple l'ajout de certains personnages et la suppression d'autres, il reste globalement assez fidèle à la pièce, surtout au niveau des dialogues, étant donné que beaucoup d'entre eux sont tout simplement identiques à ceux écrits par Shakespeare. Ce qui en fait donc un très bon outil de révision si jamais Macbeth se retrouve dans vos programmes de littérature. True story. Bref, il est réalisé par Justin Kurzel, à qui l'on doit aussi Assassin's Creed, que je trouve d'ailleurs pas mauvais, je comprends pas pourquoi il s'est fait bâcher comme ça, et scénarisé par Todd Louiso, Jacob Koskoff et Michael Leslie. La musique a été composée par Jed Kurzel, le frère du réalisateur, et il faut avouer qu'il a fait un excellent travail. Côté casting, on retrouve Michael Fassbender dans le rôle de Macbeth, Marion Cotillard dans le rôle de sa femme perfide et manipulatrice, Paddy Considine dans le rôle de Banquo, David Thewlis dans le rôle du roi Duncan et Sean Harris dans le rôle de Macduff, l'un des leaders de la résistance contre le règne tyrannique de Macbeth. On est d'accord, niveau casting, ça se pose là. Après, est-ce que le film est bon? Oui et non. Il est franchement magnifique, certains plans sont juste superbes, surtout vers la fin, la musique est parfaite et tout, mais il y a tout de même un élément qui me gêne un peu, c'est le jeu des acteurs. Attention, ils jouent tous bien, pour de vrai, mais il y a certaines répliques que, personnellement, j'aurais pas joué comme ça. Tenez, prenons cette scène dans laquelle Macbeth est à un banquet avec tous ses fidèles et se retrouve face au fantôme de Banquo qu'il vient tout juste de faire assassiner. En principe, Macbeth est censé être tétanisé, il se retrouve face à une apparition de son meilleur ami qui est mort quelques heures plus tôt, donc c'est normal qu'il ait peur. Sauf que là, Fassbender a décidé de jouer la scène un peu différemment. Regardez. Avaunt, and quit my sight. Let the earth hide thee. Thy bones are marrowless, thy blood is cold, thou hast no speculation in those eyes which thou dost glare with. Là, Macbeth a l'air plus fou qu'apeuré, et il y a plusieurs scènes comme ça où les acteurs ont l'air de taper à côté. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'une scène en particulier. Et cette scène, c'est la dernière. On va parler de la conclusion du film. Alors, elle est assez longue, donc je vais pas vous la montrer en intégralité. Je vais seulement vous montrer certains extraits et images, sinon on n'est pas près d'avoir fini. Mais étant donné que la scène est disponible en intégralité sur YouTube, vous trouverez dans la description un lien qui vous y enverra. Et je vous conseille vraiment d'aller regarder la scène avant de continuer cette vidéo, pour des raisons évidentes
évidente de clarté. Pour vous donner un peu de contexte, Macbeth a donc pris la décision de tuer le roi Duncan et a finalement pris sa place sur le trône. Et autant au début ça se passe plutôt bien, autant Macbeth ne tarde pas à devenir complètement parano et fait progressivement assassiner tous ses opposants, réels comme potentiels. Et parmi ses opposants potentiels, on compte Banquo. Enfin, plutôt sa descendance. Macbeth décide donc de faire assassiner Banquo et son fils unique Fléance. Banquo meurt, mais Fléance réussit à s'enfuir. En parallèle, Macbeth est de plus en plus rongé par la culpabilité et sombre peu à peu dans la folie. Il en est de même pour sa femme, qui l'a poussé à assassiner Duncan, et qui finit par mourir, écrasé par le poids de sa culpabilité. Et nous arrivons donc vers la fin de notre histoire. Malcolm, le fils de feu Duncan, débarque au château de Dunsinane, accompagné d'une partie de l'armée anglaise et de Macduff, un ancien fidèle du roi qui est plus que vénère contre Macbeth depuis que ce dernier a fait assassiner sa femme et ses enfants. C'est compréhensible. Cela dit, Macbeth reste cool. En effet, il a fait l'objet d'une nouvelle prophétie. On lui a annoncé que nul homme né d'une femme ne pourra le tuer, et que tout ira bien tant que la forêt qui avoisine le château ne se mettra pas à bouger. A priori, tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est pourquoi Macbeth décide de faire face à Malcolm, Macduff et l'armée anglaise. Et c'est là que commence notre scène. Donc, pourquoi est-elle si marquante? En tout cas, à mes yeux. Premièrement, à cause du cachet de l'image. Je pense que vous n'aurez pas eu trop de difficultés à constater que la couleur dominante est l'orange. Sauf si vous êtes daltonien, auquel cas je suis très sincèrement désolé. Alors oui, c'est bien beau, mais à quoi ça nous sert de savoir ça? Eh bien il se trouve que certaines couleurs ont des effets particuliers sur notre humeur ou notre état d'esprit, et justement l'orange est la couleur des flammes, et par association on assimile souvent la couleur orange à une lumière en mouvement. Ainsi la couleur orange est associée à quelque chose de dynamique, quelque chose qui bouge constamment, et le fait que cette couleur soit omniprésente dans cette scène plonge le spectateur dans une certaine tension. Le spectateur est sur le qui-vive, ce qui est tout à fait adéquat vu qu'on assiste au climax du film. Deuxièmement, les dialogues. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la plupart des dialogues du film sont exactement les mêmes que ceux de la pièce originale, et cette scène n'y fait pas exception, à part quelques répliques qui ont été réorganisées, puisque le plus gros du combat entre Macbeth et Macduff n'est pas montré dans la pièce originale. Alors ça pourrait passer pour de la fainéantise de la part des scénaristes, mais en fait non, il y a une très bonne raison à ça. C'est juste que ce bon vieux William était putain de doué pour écrire des dialogues bien poignants comme il faut. Rien que la première réplique que Macduff lance à Macbeth quand il arrive derrière lui est juste superbe. Turn, Hellhound! Turn! Ou alors celle-ci qui montre bien toute la détermination de Macduff. You have no right. My voice is on my sword. Et les dialogues sont d'ailleurs servis par le jeu de Fassbender et Harris. Autant, comme j'ai pu le mentionner plus tôt, leur jeu n'est pas toujours parfait, autant dans cette scène, il est irréprochable. Troisièmement, le twist autour du personnage de Macduff. Pour ça, va falloir que je vous rappelle un élément de contexte. Souvenez-vous, la seconde prophétie dont fait l'objet Macbeth dit clairement qu'il ne pourra pas être tué par un homme qui est né d'une femme. Autrement dit, a priori, aucun homme ne pourrait tuer Macbeth. Mais on apprend dans la scène finale que Macduff est en fait né par césarienne. Autrement dit, lors de sa naissance, il n'est pas sorti par le vagin de sa mère. Il n'est pas né de manière naturelle. Il n'est pas né d'une femme. La prophétie ne s'applique donc pas à lui. Et ça, c'est absolument génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce retournement de situation juste brillant. C'est tout con, hein, vraiment. Mais fallait y penser. Et la façon dont la phrase est tournée, je trouve ça juste magnifique. En tout cas dans la version originale, je suis un peu moins fan de la version française. Quatrièmement, la défaite de Macbeth. C'est simple, mais foutrement efficace. Déjà, on remarquera qu'il n'y a plus de musique. Ensuite, les plans sont beaucoup plus longs que pendant le combat, le montage est beaucoup moins dynamique, et les personnages restent tous les deux silencieux. Du coup, on n'entend rien à part le bruit de la lame de Macduff qui déchire la chair de Macbeth. Et ça donne une certaine simplicité à la scène, ce qui montre donc que même si Macbeth est devenu l'homme le plus puissant du royaume, il n'en reste pas moins un homme comme les autres. Cinquièmement, la musique. Pendant le combat entre Macbeth et Macduff, on a quelque chose d'assez dynamique, d'assez puissant, sans pour autant que ce soit brutal ou que ça en fasse des caisses. Pourtant, ça colle parfaitement à la scène. La musique s'arrête ensuite un instant, le temps du twist autour de Macduff. Elle reprend alors juste après les 2 coups d'épée portés à Macbeth. Cela dit, le morceau a changé. On a maintenant quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus simple, qui ressemble un peu à une espèce de longue plainte. On sait alors qu'on arrive à la fin, et que même si Macbeth se relève, ses efforts sont vains. Il a déjà perdu. Et ce morceau joue vraiment sur l'impact émotionnel de la scène, il est tout simplement magnifique. Et enfin, la fin ouverte. Et oui, parce que le film, tout comme la pièce, ne s'arrête pas sur la mort de Macbeth.
On a encore droit à quelques minutes qui font honneur à deux personnages jusqu'ici secondaires. Malcolm, le fils du roi Duncan, l'héritier légitime au trône d'Écosse, et Fléance, le fils de Banquo, qui, je le rappelle, est destiné à monter sur le trône un jour ou l'autre. C'est en tout cas ce que dit la prophétie énoncée par les sorcières. On nous sert donc un montage parallèle, dans lequel on les voit tous les deux se saisir des apparats du roi. Fléance récupère l'épée que Macbeth a utilisée pendant son dernier combat, et Malcolm récupère l'épée et la couronne royale. Ils se mettent alors tous les deux à marcher vers l'horizon. Malcolm vers son royaume, et Fléance vers son avenir. Fin. Et c'est tous ces éléments combinés qui font que, pour moi, cette scène est absolument superbe. C'est une conclusion parfaite qui sert très bien la morale du film et de la pièce, qu'on pourrait résumer par « tout vient à point, à qui sait attendre ». Ben oui, parce que si Macbeth s'était contenté d'attendre tranquillement de pouvoir monter sur le trône plutôt que de vouloir forcer le destin en s'en emparant par la force, et ben tous les événements chaotiques qui arrivent suite à sa montée sur le trône ne seraient probablement jamais arrivés, et il ne serait donc pas mort de la sorte. Et du coup, pour moi, la principale émotion qui se dégage de cette scène est un sentiment de soulagement, parce que pendant tout le film, on suit un personnage totalement immoral et qui ne cesse de se comporter comme la plus grosse des enflures, sauf que vu que c'est le personnage principal, ben on s'attache forcément à lui. Le spectateur fait donc face à un dilemme. Est-ce que c'est vraiment bien de s'attacher à un personnage aussi mauvais? Personnellement, ça me met mal à l'aise, mais du coup, avec cette fin, je suis soulagé. Tout revient dans l'ordre et je suis libéré du dilemme auquel j'étais confronté depuis le début du film. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ça dans les commentaires, et si vous n'avez pas vu ou lu Macbeth, je vous conseille vivement de le faire. Certes, le film n'est pas parfait, mais il a au moins le mérite d'être très bien réalisé. Et concernant la pièce, jetez-vous dessus, c'est un vrai chef-d'œuvre. Donc voilà, vous pouvez me proposer des scènes qui vous ont marqué dans les commentaires, et puis qui sait, peut-être qu'elles feront l'objet d'un prochain épisode. En attendant, surtout, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!